Waga FM, la matinale info. Excellente journée d'écoute radiophonique. Vous êtes bien sur Waga FM, c'est le journal. Voici le sommaire. Élection consulaire au Burkina Faso, c'était le 13 novembre dernier. Les enquêteurs ont fait leur travail sur les cas de fraude constatés ce jour. La police nationale a livré le verdict hier. Reportage dans ce journal. C'est désormais officiel. 3 candidats partant pour la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Il s'agit bien évidemment de El Hadj Adama Ouedraogo, Apollinaire T. Compaoré et également Mamadi Savadgo Di Kadhafi. Vous aurez plus amples informations tout à l'heure. Et puis notre invité du jour sera le candidat à la présidence de la Chambre de commerce de Bobo-Dioulasso. Lassine Diawara répondra à nos questions en toute fin d'édition. Également au menu, le sport, une fois de plus. Bonjour et bienvenue. À l'issue des élections consulaires de la Chambre de commerce, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer des cas d'irrégularité. Voilà, quelques difficultés, mais on s'en sortira. Sans transition donc, la police nationale de Burkina Faso a tenu une conférence de presse hier mercredi ici à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre était de présenter aux hommes de médias les résultats de l'enquête concernant les cas de fraude qui ont émaillé les élections de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso qui se sont tenues, rappelez-vous, le 13 novembre dernier. Voyons maintenant le compte-rendu signé Aimé Sawadogo. Issu des élections consulaires de la Chambre de commerce, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer des cas d'irrégularité. Après investigation, la police nationale est parvenue au résultat suivant. Inou Kambiré, commissaire central de police de la ville de Ouagadougou. Nos services ont été saisis par le comité d'organisation des 10 élections de ce que des individus utiliseraient des fausses procurations qui mettaient en cause certains de nos collaborateurs commis pour la certification d'actes. Aussitôt saisis, nous avons mis en place un dispositif en vue d'investiguer sur cette affaire. C'est ainsi que l'enquête nous a permis d'interpeller 3 individus gardés dans nos locaux et de saisir un lot de faux cachets et initiales au nom d'officiers de police judiciaire, des copies de faux diplômes et attestations. Le commissaire central de police de la ville de Ouagadougou, Inou Kambiré, fait appel aux chiffres pour illustrer le cas de fraude. Il faut noter que sur l'ensemble donc, de 9 524 votants, 345 ont fait recours au vote par procuration, parmi lesquels 10 ont été jugés irréguliers du fait de la qualité des signataires. Ces 10 procurations qui ont été utilisées dans le vote des sous-catégories suivantes. Le petit commerce, il y avait 4 procurations qui ont servi au vote. Le commerce du demi-gros, il y avait une seule procuration qui avait servi au vote. La petite entreprise du bâtiment et des travaux publics, il y avait 2 procurations qui ont servi au vote. La sous-catégorie informatique, donc on a constaté 3 procurations ayant servi au vote. Ces informations représentent 0,1% des suffrages exprimés. Concernant l'officier de police qui a été pointé du doigt comme principal responsable de la certification d'actes, le commissaire central de la ville de Ouagadougou explique. Lorsque nous avons été saisis par le comité d'organisation des élections consulaires, il a été question de certains de nos collègues, ça veut dire notamment l'officier dont vous parlez, vous faites cas, avait été cité comme étant le signataire de ces procurations jugées fausses. Mais à la lumière des investigations, nous sommes rendus compte que le faussaire, c'est-à-dire l'auteur présumé ou les auteurs présumés, se sont servis de faux cachets portant ces initiales et bien entendu les cachets du commissariat dont ils relèvent. Ce qui justifie que les gens ont pensé que c'est l'officier qui est à la base de ces fausses procurations. Vous le saurez plus tard. C'est ce qui justifie effectivement la garde à vue de ces 3. Les 3 personnes interpellées seront présentées devant le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour qu'une suite judiciaire soit donnée à cette affaire. Merci beaucoup à vous, Aimé Sawadogo, pour ce reportage express. Les sages-femmes d'Afrique francophone sont en symposium de réflexion et ce symposium a débuté le 21 novembre dernier et s'achèvera ce jeudi même. Cette rencontre se situe dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des sages-femmes. Elles ont été reçues le mardi dernier par la première dame du Burkina, Madame Sika Kaboré. Le point complet avec Olivier Koufi, c'est dans un commentaire de Magloire Compaoré.
Encourager les sages-femmes à sauver plus de vies, c'est l'objectif du symposium qui regroupe plus de 500 sages-femmes de l'Afrique francophone. Elles sont venues de 19 pays pour réfléchir sur leur profession. L'épouse du premier ministre burkinabé, Madame Anne Thieba, les a exhortées à faire plus d'efforts. Permettez-moi, au nom de Madame Sika Kaboré, épouse du chef de l'État, de saluer le travail quotidien des sages-femmes. Les résultats encourageants obtenus dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile sont essentiellement dus à votre action. Je souhaite que votre rencontre de Ouagadougou vous permette de sauver encore plus de vies. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour vous encourager et vous rendre hommage pour vos nombreux sacrifices et votre professionnalisme. En cette soirée voulue par Madame Sika Kaboré, qui m'a chargée de la représenter, je voudrais porter un toast à chacun d'entre vous. Je lève mon verre en son nom pour que plus jamais au Burkina Faso et dans vos pays respectifs, aucune femme ne perde la vie en voulant donner la messe. Les sages-femmes, par ce symposium, mandatent la première dame du Burkina Faso, Madame Sika Kaboré, à porter leurs doléances aux dirigeants des pays d'Afrique francophone. Madame Viko Fatoumata Maïga, représentante des associations des sages-femmes d'Afrique francophone, émet des vœux au nom de ses collègues. Le symposium a été organisé sur la pratique de la sage-femme. Donc ça nous a permis d'échanger sur notre profession, de parler du renforcement des capacités des sages-femmes à travers la formation sur le site, à travers le tutorat. Et ça nous a fait aussi aboutir à ce que nous avons appelé appel à l'action de Ouagadougou, qu'on va soumettre par rapport à la reconnaissance même de la FASFAF par les autres partenaires. Et aussi au niveau des pays qu'on puisse accompagner la FASFAF dans la mise en œuvre de ses activités. Et par rapport à la Confédération internationale des sages-femmes aussi, on a recommandé qu'elles puissent nous accompagner et nous appuyer dans les activités. Donc ce symposium-là va nous permettre de déterminer ces causes-là et de voir quelles sont les actions qu'il faut mener dans nos pays pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. C'est pourquoi nous avons demandé à Madame l'épouse du Premier ministre d'être notre ambassadeur auprès de la Première Dame pour qu'elle puisse nous accompagner dans la mise en œuvre de nos activités et aussi nous aider auprès des autres Premières Dames. Cette rencontre des sages-femmes d'Afrique francophone, qui se tient du 21 au 24 novembre 2016 ici à Ouagadougou, regroupe des associations internationales des sages-femmes. Merci Magloire Compaoré. Olivier Kofi, les sages-femmes n'ont donc pas été reçues par la Première Dame, mais plutôt par l'épouse du Premier ministre. Une rencontre autour du plan stratégique 2017-2020. Eh bien, les députés de la 7e législature se sont réunis autour de la même table pour présenter leurs projets aux partenaires techniques et financiers de l'Assemblée nationale. Le point de cette rencontre avec vous, Aimé Sawadogo. Le plan stratégique 2017-2020 de l'Assemblée nationale a pour but de renforcer ses capacités dans le sens de lui permettre d'exercer de façon efficace et efficiente ses fonctions constitutionnelles de représentation, de législation et de contrôle de l'action gouvernementale. Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina, apporte plus d'explications. Donc nous avons élaboré ce plan pour reconstruire les compétences législatives, en commençant bien sûr par le renforcement des capacités de l'Assemblée nationale, la mise à jour des principes démocratiques et surtout la liaison avec les populations que nous représentons. Et nous avons bâti autour de 6 axes programmatiques 18 projets. 18 projets qui vont permettre à l'Assemblée nationale d'avoir une plus grande visibilité, d'avoir une grande capacité de contrôle de l'action gouvernementale et surtout une capacité à se lier aux populations par une communication permanente, aussi bien dans les langues nationales que dans la langue officielle, en y apportant des supports à tous les niveaux. Jean-Paul Rukoski, président et directeur général du Centre parlementaire canadien, salue l'initiative de l'Assemblée nationale du Burkina et adresse un message aux partenaires techniques et financiers. Moi, le message pour mes partenaires techniques et financiers, c'est de dire qu'il y a une occasion extraordinaire de consolider les efforts des Burkinabés à avoir une démocratie qui répond aux besoins des populations, qui assure un développement durable. Alors c'est une excellente occasion de démontrer leur amitié, leur solidarité avec des Burkinabés. Quels sont les chantiers qu'ils vont choisir?
Je trouve que c'est pas très important à ce stade, mais ce qui est important, c'est qu'ils décident de participer à soutenir le travail de l'Assemblée nationale. Les députés de la 7e législature du Burkina Faso sont persuadés que le plan stratégique en lui-même fournit une bonne part des réponses aux problèmes qui se posent à leur institution. Aimé Sawadego, le mouvement des jeunes pour la paix a organisé une conférence de presse hier mercredi ici à Ouagadougou. Objectif porté à la connaissance des hommes de médias. Sa démarche pour la mise en accusation du député Alassane Sakandé et de Dieudjouma Sanoum, tous membres du bureau exécutif national du mouvement du peuple pour le progrès MPP, et c'est pour leurs propos sur l'insurrection populaire d'octobre 2014. Les détails sont avec Aboubakar Kebré. Point était à l'ordre du jour de cette conférence de presse. Le premier point relatif à la démarche que le mouvement a entrepris auprès de Madame le procureur près le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour la mise en accusation du député Alassane Sakandé et de M. Dieudjouma Sanoum, tous membres du bureau exécutif national du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Cela est consécutif à leurs déclarations respectives sur l'insurrection populaire de 2014, déclarations dans lesquelles ils auraient appelé la population à l'insurrection, laquelle insurrection a connu des dérives qui méritent la poursuite des instigateurs. Amadou Congo, président par intérim du MJP. On a vu que l'Assemblée nationale où il n'y avait pas de station d'essence a pris feu. Comment l'essence, le carburant a arrivé, par quel moyen ça a pris feu? L'incendie a été provoqué par quoi? Ce sont des questions dont aujourd'hui les voies judiciaires devraient nous permettre de tirer au clair. Et pourquoi enterrer rapidement les martyrs? Aujourd'hui, on ne sait pas s'ils ont été abattus véritablement par des balles de l'armée ou il y avait des individus qui ont été insérés au sein de la foule pour les abattre. Ce sont des questions dont nous ignorons. Et en mettant M. Dieudjouma Sanoum ou Alassane Sakandé en accusation, une procédure judiciaire pourrait être engagée à ce sujet et nous allons savoir clairement quels sont les différents aspects et quels sont les degrés d'implication, comment ces infractions ont été commises. Nous cherchons les instigateurs des casses, nous cherchons les instigateurs des assassins, des morts, nous cherchons les instigateurs de ceux qui ont pillé les entreprises du Burkina Faso, des Burkinabés, ceux qui aujourd'hui ont fait qu'on dit que le Burkinabé n'est plus honnête. À en croire les responsables du mouvement des jeunes pour la paix, le député Alassane Sakandé, président du groupe parlementaire du MPP, aurait déclaré le 22 septembre 2016 à Léo que la décision de lancer l'insurrection a été prise à leur bureau politique national du 25 octobre 2014 au Sénat. Quant à Dieudjouma Sanoum, membre du bureau politique national du MPP, il aurait déclaré le 30 octobre 2016 sur les antennes d'une radio de la place qu'ils avaient été souvent obligés de payer les gens pour qu'ils viennent marcher. Le second point a concerné la situation nationale. À cet effet, le mouvement des jeunes pour la paix exige la tenue sans délai du procès du putsch, la délibération des détenus politiques sans condition, la satisfaction des différentes revendications des mouvements syndicaux. Merci beaucoup Aboubakar Kebré. Vous êtes au journal de Ouaga FM. Il est 7h13 à Ouagadougou. La candidature officielle de El Hadj Adama Ouedraogo, dit Adam Palmbich, à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso est effective. Cette candidature a été lancée hier mercredi à Ouagadougou en présence de Serge Ekra de la Force. Serge peut-il être président de la Chambre de commerce? Hadj Adama Ouedraogo, connu dans le milieu du commerce sous le sobriquet de Adama Palmbich, a été peu bavard à cette conférence de presse. L'homme a juste tenu un court discours en langue morée. Dans la chambre de commerce, où le commerce n'a pas eu le commerce bon à Bédan, Fangila, Yiki, la chambre de commerce livrée. Et ces propos ont été par la suite traduits par l'un de ses responsables de campagne. Il dit encore qu'il est candidat à la chambre de commerce, mais lui il fait appel à tous les candidats de rester sérieux, de ne pas faire beaucoup de tripotage, de ne pas se critiquer. La loyauté c'est Dieu qui donne. Ce que El Hadj Adama dit, la loyauté c'est Dieu qui donne. La personne que Dieu va dédier pour être le président de la chambre de commerce, que tout le monde accepte et puis la vie continue pour le bien-être de notre économie, pour le bien-être de notre pays. Voilà ce que El Hadj Adama a formulé un peu à Morée. Il met sa bénédiction à tous les commerçants, il met sa bénédiction à tous les entrepreneurs. Il fait comprendre aussi que ceux qui ont les travaux du bureau sont sereins. Par contre, au milieu commercial, c'est un peu truc. Donc voilà ce qu'il veut vous faire comprendre et il vous dit une fois encore qu'il est candidat au sein de la Chambre de commerce. Le programme de Adama Palmbich n'a pas été dévoilé lors de cette rencontre avec les professionnels des médias. Le seul justificatif, les tests ne le permettraient pas pour l'instant
l'instant. En rappel, les deux autres opérateurs qui convoitent la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso sont Apollinaire Compaoré, le PDG de Plano Afrique, et Mahamadi Savadogo, dit Kadhafi. Merci beaucoup Serge Ekra de la Force. Je vous rappelle qu'en toute fin d'édition, le candidat à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo-Dioulasso, Lassine Diawara, sera notre invité. Adaptation et résilience au changement climatique, place et rôle de la science, de la technologie et de l'innovation, c'est sous ce thème que la 11e édition du Forum national de recherche scientifique et des innovations technologiques s'est ouverte le samedi dernier ici à Ouaga. Ce forum est un cadre de découverte, d'information et d'échange entre chercheurs et visiteurs. Le point avec Rosalie Konkobo et Kofi Olivier. Le Forum national de recherche scientifique et des innovations technologiques, FERCIT, bat son plein du côté du siège du FESPACO. Participants et visiteurs échangent pour de nouvelles innovations suivant le changement climatique. Douamba Kevin, étudiant exposant, explique sa maquette. Je suis étudiant innovateur et j'expose ici une maquette de mon innovation intitulée la pyramide zoo-hydroponique qui consiste à combiner la production végétale à l'élevage de poissons et à l'intérieur de la pyramide nous avons l'élevage d'autres espèces telles que le bétail, la volaille ou les lapins. C'est-à-dire tous les trois éléments sont combinés sur une même superficie utilisant une même eau pour fonctionner. De ce fait, je crée un microclimat où certaines races que le Burkina n'arrive pas à élever ici compte tenu de la chaleur. Maintenant, avec cette structure ou cette nouvelle innovation, cela maintenant sera possible. L'innovation de la pyramide zoo-hydroponique. Et pour le moment, je suis un peu satisfait. Et il y a de la visite. On espère que d'ici la fin du FERCIT, on aura plus de visiteurs et on attend plus la contribution surtout de l'État burkinabé et des autorités. On souhaiterait que l'État burkinabé puisse s'impliquer davantage parce que nous n'avons pas tellement reçu de visites comme ça des autorités. C'est vrai, peut-être qu'ils viennent, mais au niveau de l'espace étudiant, on ne les sent pas. Peut-être dans les années à venir, il faudrait qu'ils s'intéressent aux étudiants parce que ce n'est pas de la paperasse qu'ils exposent, mais quand même ce sont des résultats qu'il faudrait valoriser. Il en est de même pour cet exposant qui propose une nouvelle forme de jardinage au FERCIT. Je suis le représentant résident de l'environnement et développement du tiers-monde. Bon, mais nous avons amené le jardin fait avec des sacs de jardin hors sol pour proposer au FERCIT. C'est pour faire la vulgarisation à toute la population du Burkina Faso pour qu'ils puissent manger du bio, aider aussi le problème des fonciers là. Parce que si on n'a pas de bas-fond, on ne peut pas faire le jardin. Mais ici, tout le monde peut faire chez eux. C'est un jardin urbain, périurbain. On peut faire tous les légumes sans pesticides, sans engrais chimiques. Et c'est à la portée de tout le peuple. Nous avons une approche avec le gouvernement pour pouvoir créer des centres de formation dans les communes, dans les arrondissements, pour que tout le monde puisse s'inculquer de cette technologie-là pour pouvoir survivre compte tenu du changement climatique. Alors, c'est un jardin qui ne prend pas beaucoup d'eau. Et quand on arrose aujourd'hui, il faut attendre après-demain pour arroser. Et sur un sac vide de riz de 50 kg, nous produisons 18 pieds de choux. Et là-dessus, nous pouvons mettre de la tomate, nous pouvons mettre tout ce qu'on veut. Pour cette 11e édition du FERCIT, de meilleurs résultats sont attendus. Par conséquent, l'État burkinabé est interpellé à s'impliquer davantage. La population est invitée au site tous les jours jusqu'au samedi 26 novembre. Merci à Rosalie Konkobo et à Olivier Kofi. En bref, 84 personnes d'origine étrangère qui vivaient régulièrement au Burkina Faso ont obtenu depuis hier mercredi la nationalité burkinabé. Cette naturalisation a été décidée en Conseil des ministres d'hier, mercredi, tenu sous la présidence du Premier ministre Paul Kabatieba. Parmi les nouveaux burkinabés figure Arthur Kenneth Elliott, rappelez-vous, l'Australien enlevé en janvier dernier à Djiboum, et Marc-Jacques Pozman, directeur général de la Brakina Sodibo. 7h18 à Radio Ouaga FM. Ce reportage de société dans les foyers, le constat laisse apparaître que le téléphone portable est à la base de nombreuses disputes entre les couples. Les femmes estiment que l'appareil de leur mari contient de nombreux contacts suspects et pour cela, des disputes peuvent engendrer. Suivons ce reportage réalisé par Ella Marie-Estelle Guébré. Le téléphone portable est un outil de communication incontournable dans la société où nous sommes. Il reste un objet de communication prisé par tous. En effet, considéré comme outil de communication, le téléphone portable est devenu, à la surprise générale, une véritable pomme de discorde entre les couples, un moyen d'alimenter la jalousie et un réservoir de débauche. Des hommes se donnent le droit de fouiller dans le téléphone de leur femme et vice-versa. Et par conséquent, tout constat suspect donne lieu à des devoirs d'explication qui
qui se terminent dans la plupart des cas par des accusations d'infidélité et de querelles incessantes. Quelques riverains de la ville de Ouagadougou donnent leur avis à ce propos. A priori, le téléphone portable, c'est un outil de communication. Il est formidable parce qu'il permet de réduire les distances souvent. Mais on a fait une autre chose parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça devient un petit salon privé. Et donc, du coup, quand on se retrouve en couple, il y a forcément un conflit qui naît. Est-ce qu'il faut il faut que le conjoint découvre aussi ce petit salon privé? A priori, oui, quand on décide d'être ensemble, c'est qu'on est prêt à partager jusqu'à un certain nombre de choses. Quand le téléphone pose un problème, c'est que son utilisation n'est plus réservée à son objectif premier. Mais il ne poserait pas de problème. Par exemple, il n'y a rien à cacher à l'intérieur. En tant que femme, elle a le droit de savoir ce que son mari fait. Par exemple, si ton mari reste dehors jusqu'à 23h, il entre à la maison, tu le demandes, il ne veut rien te dire. Tu peux chercher à savoir. Souvent, il a des appels étranges, il décoche des appels bizarres. Tu peux prendre son portable pour chercher à savoir pourquoi ton mari fait ça. C'est ça. Les femmes, en tout cas, les femmes ont raison de faire ça. Si je suis en couple avec une personne, c'est que cette personne est une personne responsable aussi. Ce n'est pas un enfant, donc elle sait aussi les actes qu'elle pose. Si dans son téléphone, je le fouille un jour, je vois des numéros d'hommes, moi ça ne me posera pas de problème parce que j'ai dit, je suis un homme, dans mon portable il y a des numéros de femmes, donc elle aussi elle peut avoir. Bon, maintenant, c'est poser peut-être un acte qui ne va pas dans le sens où on peut accepter que le téléphone vous amène dans ce sens. C'est pas parce que ma femme a le numéro d'un homme dans son téléphone qu'elle me trompe. Alors, si maintenant aussi elle profite de ça pour me tromper aussi, bon, je me dirais tout simplement, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Le plus important dans une relation, c'est la confiance. Sinon, le téléphone, c'est vrai, on dit que c'est source de divorce, c'est que les gens voulaient réellement divorcer. Voilà, c'est pas parce qu'on a un téléphone qu'on est infidèle, parce qu'on avait envie d'être infidèle. On est toujours prêt à suspecter l'autre de ne pas être fidèle, et c'est l'une des principales causes. La jalousie des femmes aussi. Souvent, nous les hommes, on arrive quand même un temps soit peu à maîtriser nos nerfs. On ne cherche pas à savoir ce que madame fait, on l'autorise à rentrer à des heures indues. Si moi, ma femme travaille, elle descend à 21h, moi je descends à 19h, mais elle descend à 21h. Je l'autorise. Bon, mais les femmes ne sont pas ça. Quand elles sentent un doute, suspectent, elles veulent vérifier. Ce qui fait que de plus en plus, bon, on a des portables qui sont codés parce que nous travaillons avec des femmes, nous travaillons avec des jeunes filles, nous travaillons, donc ça fait qu'on peut avoir des partenaires de travail qui sont des femmes, voilà, qui peuvent souvent, par un dossier qui est corsé, ils nous appellent à une heure indue, bon, parce que vraiment il faut faire avancer les dossiers. Dans les bureaux d'études, les gens travaillent jusqu'à des heures indues quand il y a des offres à déposer le lendemain. Donc il faut mieux préciser les choses. Quand ça se répète, là ça pose problème, mais quand c'est une fois, deux fois, bon, il faut savoir se mettre. Mais c'est pas le comportement. Si le comportement n'explique pas la confiance et qu'on a un peu de doute, c'est normal qu'on essaie de temps en temps fouiller dans le répertoire pour voir qui est en train de vouloir occuper mon territoire. C'est parce que la communication manque souvent entre les gens. Sinon, le téléphone, en réalité, c'est un outil personnel. Et c'est vrai que vous vivez en couple, mais ce n'est pas pour lui. Par là que tu prennes le téléphone de ta femme ou bien que ta femme prenne. Non, c'est un outil personnel. Et selon les activités que chacun mène, il peut avoir certaines informations qui sont censées être gardées secrètes. Donc je pense qu'au départ, parce qu'il manque souvent cette précision, qu'il arrive souvent que des problèmes naissent entre les couples. L'homme doit prendre soin de son portable. La femme ne doit pas toucher le portable de l'homme. Ainsi, c'est vice versa. L'homme ne doit pas aussi toucher le portable de sa femme. Parce que le portable arrange, mais ça gâte plus que ce que ça arrange actuellement. Parce qu'une fois que tu fouilles le portable de ta femme, tu vas trouver des trucs qui ne te feront pas plaisir, soit des messages ou bien tu vas prendre un appel téléphonique qui est capable de casser votre foyer. Quelque chose que tu as construit en 10 ans, tu vas le casser en une minute ou bien en une fraction de seconde. Le téléphone portable constitue de nos jours un outil dangereux pour le maintien d'un climat de sérénité dans le couple. Autant il amène les couples à se douter d'eux-mêmes, autant il suscite un sentiment d'infidélité les uns envers les autres. Pour briser cette situation de méfiance dans le couple, il revient aux uns et aux autres de privilégier la confiance, seul gage de stabilité dans un foyer selon ses riverains. La solution, c'est de se faire mutuellement confiance, c'est tout. C'est de se dire que, c'est de ne pas avoir peut-être un double jeu, de ne pas jouer à un double jeu, de ne pas avoir une double vie, d'utiliser le téléphone comme il doit être utilisé, c'est-à-dire pour passer des appels, voilà. Mais si on l'utilise à autre chose, forcément, on va aboutir à des situations indélicates et tout. Donc, la seule solution, c'est de s'auto-faire confiance, de faire confiance à celui avec qui on vit, c'est tout. Alors, moi, je pense que dans toute relation, alors, on peut avoir un téléphone, avoir même, si on est femme, avoir des numéros d'hommes sur son téléphone, mais ne pas céder. Mais si on a envie de céder, ce n'est pas à cause du téléphone, c'est parce qu'on avait envie de céder. Donc, pour moi, le conseil que je peux donner à personne, et je pense dans toute relation, c'est ça, il y a deux choses. La confiance et le respect surtout. Maintenant, si votre conjoint vous trompe, là, vous ne pouvez pas faire
autrement. Hein. Même sans téléphone, on peut vous tromper. Donc finalement, il faut simplement avoir confiance. Souvent dans un couple, il faut souvent se pardonner. Et aujourd'hui, les technologies de l'information sont un facteur qu'il faut intégrer dans le couple. Il faut savoir l'intégrer. Sinon, elles sont source de plusieurs divorces, de plusieurs séparations. Et ça nuit à la famille, ça nuit aux enfants. Voilà, donc il faut savoir intégrer ces dispositifs-là. Et il faut éviter de fouiller le portable de l'autre. Il faut faire confiance. C'est à travers cela qu'on arrive vraiment à construire une famille durable. Ce que moi je conseille aux gens dans le couple, il ne faut surtout pas toucher le portable de madame. Et l'homme aussi ne doit pas toucher le portable de sa femme et la femme ne doit pas toucher le portable de son mari. Le téléphone portable, coupable ou innocent, est entré dans les habitudes des foyers et mérite attention à cet effet. Le reportage signé Ella Guébri. Attention donc à vos téléphones. Waga FM, l'invité du journal. À 7h25, nous accueillons Lassine Diawara. C'est le candidat à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo-Dioulasso. Abdoulaye Ouattara l'a interviewé à Bobo-Dioulasso où il se trouve actuellement, puisque l'élection étant prévue le dimanche prochain. Suivez. Monsieur Lassine Diawara. Bonjour, monsieur Ouattara. Vous travaillez dans plusieurs domaines donc du développement économique au Burkina Faso. Candidat à la présidence de la Chambre de commerce d'industrie de l'Ouest Bobo-Dioulasso. Vous avez lancé le mardi votre campagne pour la présidence donc de cette Chambre de commerce de l'industrie de Bobo-Dioulasso. Pour vous, quels sont les enjeux? Les enjeux sont très importants parce que ma candidature intervient à un moment où la Chambre de commerce du Burkina Faso vient de subir des transformations profondes, notamment des transformations qui se sont caractérisées par un redéploiement. Chambre de commerce dans les régions, le renforcement des représentations régionales, notamment de Bobo-Dioulasso et de 13 autres régions du Burkina Faso. Mais l'enjeu le plus important se trouve dans la politique économique du gouvernement qui se fonde aujourd'hui sur la décentralisation et la déconcentration des pouvoirs, la recherche de mettre l'accent sur des pôles de croissance dans les régions. Qui dit donc pôle de croissance, dit homme d'affaires, secteur privé développé, pour être l'interface de la politique gouvernementale. Et si nous n'avons pas des chambres de commerce fortes pour encadrer les hommes d'affaires, les commerçants, aussi bien les industriels que le secteur informel, pour les amener à s'insérer justement dans cette politique gouvernementale, il est évident que sa réussite peut être compromise. Alors c'est pourquoi les chambres de commerce régionales de plus en plus doivent pouvoir jouer un rôle fondateur dans le cadre donc du PNDS pour permettre à une croissance durable de s'installer et du coup donc permettre un développement économique du Burkina Faso. Justement, vous avez axé votre action sur 8 priorités avec en premier point le renforcement de la gouvernance consulaire et le dialogue avec les autorités régionales. Est-ce à dire que vous mettez le dialogue au centre donc de vos actions? Voilà, je crois que c'est un aspect très important. Gouvernance de la Chambre de commerce pour la rendre plus efficiente, performante, dynamique et transparente. Ça c'est un premier point parce que on ne peut pas, si vous voulez, servir les autres, c'est-à-dire être un organisme de promotion, d'assistance, d'accompagnement, si notre institution elle-même ne donne pas l'exemple. C'est pourquoi je souhaiterais, si j'avais donc la confiance de mes pairs, faire en sorte que cet instrument soit très efficace. Mais elle ne peut faire son travail si la Chambre ou la délégation consulaire régionale s'intègre dans le programme gouvernemental qui quand même est animé par ses premiers responsables régionaux, que ce soit les collectivités territoriales où je vois un peu le conseil régional, les communes rurales, mais également dans le cadre de la déconcentration, nos gouverneurs de plus en plus vont avoir un rôle à jouer étant les représentants de l'État. Certainement que vous savez bien qu'il y a toute une batterie de mesures pour voir comment ils peuvent gérer des budgets sur place. Alors il est évident qu'il dit budget, dit démembrement ou prolongement de l'État. Nous sommes avant tout, nous, les fournisseurs de l'État. S'il n'y a pas un dialogue pour qu'on sache ce qui se passe, ça devient un peu difficile. C'est eux qui vont décliner les politiques économiques et sociales du gouvernement dans les régions. Donc c'est nécessaire qu'il y ait donc une sorte de dialogue, de symbiose entre l'État et le secteur privé qui va continuer donc au niveau, je dirais, de ces responsables régionaux et la Chambre de commerce des régions notamment,
celle de Haut-Bassin. La relance économique de Bobo-Dioulasso, une préoccupation dans les lèvres de tous les opérateurs économiques de notre région. Et cependant, les populations crient tous les jours, les unités industrielles se ferment, s'ouvrent à quelque part, à d'autres au Burkina Faso. Alors, Monsieur Lassana Diawara, si vous êtes élu président de la Chambre de commerce de Bobo-Dioulasso, que ferez-vous pour la relance économique de Bobo-Dioulasso? Je vais m'employer à faire en sorte que l'environnement infrastructurel qui facilite l'installation des industries soit donc une préoccupation majeure, que nous voyons comment nous pouvons lancer, nous, Chambre de commerce, pour ce qui nous concerne, des travaux ou du moins des réalisations structurantes qui pourront permettre d'attirer les investisseurs. Au même moment, dans le cadre du dialogue secteur privé-État, nous allons nous employer à faire en sorte qu'il y ait un environnement réglementaire, administratif qui puisse permettre de faciliter l'installation des opérateurs économiques au niveau de la région des Hauts-Bassins. Nous allons travailler également à faire en sorte qu'il y ait des avantages comparatifs favorables à cette région pour ce qui concerne les coûts des facteurs, que ce soit l'énergie, où je pense qu'avec l'installation du barrage, la mise en eau du barrage de Samandeni, nous pourrons avoir de l'énergie à des coûts accessibles. Pour ce qui concerne les industries, alors nous allons nous employer à faire en sorte que cela soit une réalité. Nous ne pouvons pas relancer l'économie de la région si nous ne créons pas les conditions favorables pour l'installation de ces industries. Une chose est d'avoir une potentialité, l'autre est de trouver les moyens pour les mettre en œuvre. Alors donc nous allons essayer d'abord de jouer sur ça. En dehors de cela, la Chambre de commerce va entreprendre des actions dynamiques envers le potentiel d'hommes d'affaires qui existe dans la région pour faire en sorte qu'il y ait des incubateurs d'entreprises, des incubateurs, des pépinières d'entreprises et des incubateurs de projets avec des chefs de projet. Nous allons faire en sorte encourager tout cela et nous allons créer l'esprit entrepreneurial à partir un peu de tous les établissements d'enseignement qui se trouvent dans la région et nous allons voir comment on va faire pour que l'informel qui renferme beaucoup de talents, parfois comment on va se débrouiller, comment nous allons mener des actions pour les amener vers la formalisation. C'est autant de choses que nous allons essayer de décliner pendant notre mandature, créer une certaine animation au niveau donc du secteur économique de la région de Bobo-Dioulasso. Vous étiez donc l'invité de la rédaction de la radio Ouaga FM. Merci. Merci à vous, monsieur, et bonne journée à Bobo-Dioulasso. Ouaga FM, la matinale info. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de vous proposer la page sportive. Ce n'est que partie remise à suivre dans nos toutes prochaines éditions. C'est ici que l'on s'arrête donc pour ce journal. Dans quelques instants, la revue de presse. Et à la demi, ou si vous voulez juste derrière, vous aurez la pause commerciale à 45 Presidential Time, le retour de l'info. C'est à 8h temps universel. Bonne journée.